Nouvelle semaine, nouveaux avis livresques et une fois n'est pas coutume, je suis partie explorer des genres littéraires assez différents. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera donc un nouveau point lecture. Et comme vous l'aurez compris, cette semaine, il n'y aura pas vraiment de purs gros thrillers et romans policiers, mais plutôt des romans qui, pour certains, sont des contemporains qui virent un petit peu au noir, d'autres sont vraiment des contemporains français, j'ai envie de dire tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a également un King, parce que vous devez le savoir, en ce moment, j'ai très envie de lire du King. Que voulez-vous, c'est comme ça. Je vous avais prévenu, vous allez en retrouver, je pense, à peu près dans tous les points lecture. Donc, trêve de parlotte et passons tout de suite au vif du sujet. Le premier livre lu dont je voulais vous parler, il s'agit de Rêve de garçon de Laura Kashishke aux éditions Le Livre de Poche. Alors, il faut savoir que dans ce roman, on va suivre principalement Christy Sweetland, qui est une pom-pom girl dans les années 70, qui est partie pour participer à un camp de pom-pom girl pendant un été, comme je suppose il y en a plein aux États-Unis. Sauf que voilà, avec sa copine Désirée et une autre Christy, elles s'ennuient ferme, elles n'ont pas très envie d'assister, je crois, à un cours de natation, et du coup, elles prennent la Mustang de Christy et se font tout simplement la belle, partent un petit peu faire un tour en road trip dans l'idée d'aller se baigner dans un lac ultra profond qui se situe pas très loin de leur camp de pom-pom girl. Vous me direz jusque là tout va bien, elles font un arrêt dans une station-service pour remettre de l'essence et là Christy fait un joli sourire à deux garçons qui sont dans une voiture à côté, deux garçons que Désirée prend pour des ploucs du coin. Et alors qu'elles repartent en voiture, ces deux garçons vont les suivre. Elles vont finir par les semer en route, mais de ce point de départ va se mettre en route toute une mécanique où elles vont avoir vraiment la sensation d'être poursuivies jusqu'au camp de pom-pom girl par ces deux types en question. Ce roman, il faut savoir que c'est ma deuxième expérience avec Laura Kashishke et clairement, il ne détrônera pas Esprit d'hiver que j'avais beaucoup aimé. Ici, j'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim. Je crois que tout simplement, j'attendais beaucoup plus de ce roman qui m'a laissé un petit goût d'inachevé. Alors il faut savoir que tout comme dans Esprit d'hiver, on est ici avec une histoire qui débute vraiment comme, j'ai envie de dire, un roman contemporain à somme toute banal, sauf qu'au moyen de différents petits détails et éléments, l'auteur va venir instaurer quelque chose d'assez étrange, voire de glauque même par moments dans son roman. Du coup, en tant que lecteur, on a envie de poursuivre sa lecture parce que on sent assez vite que quelque chose de dérangeant se trame, mais sans que l'on arrive à mettre vraiment le doigt dessus. Vous l'aurez donc compris, dans cette histoire, on est vraiment plongé au cœur de ce petit groupe de 3 cheerleaders qui sont belles, insouciantes et aussi fortement horripilantes, qui sont donc parties dans ce camp d'entraînement. Et là, on touche un premier problème qui a été vraiment un souci pour moi, c'est tout simplement que j'ai détesté les personnages. Alors vous me direz, je doute fort que le but premier de l'auteur était de nous faire apprécier ces personnages, bien au contraire même, je pense, mais pour le coup, je dois avouer que par certains aspects, je les ai trouvés franchement trop caricaturales. Et puis soyons clairs, le milieu des pom-pom girls ne m'intéresse pas du tout, et puis clairement en tant que petite française, ce n'est pas quelque chose qui me parle, auquel je pouvais m'identifier ou me raccrocher. Du coup, le côté très tourné vers l'adolescence à l'américaine ne me parlait pas et créait une certaine distance entre ce récit et moi-même parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu, c'est pas quelque chose qui me parlait. Donc à mon avis, c'est le type de récit qui a dû beaucoup plus plaire aux États-Unis. Mais en tant que Français, j'avoue que personnellement, j'avais parfois un petit peu du mal à me projeter dans l'histoire. La plume de Laura Kashishke en soi est plutôt agréable à lire, mais j'avoue que par moments, je trouvais que ce roman manquait d'une dose de rythme et d'un certain intérêt. Comme je l'ai dit, l'histoire est vraiment centrée sur le personnage de Christy Sweetland, que l'on pourrait résumer comme cette pom-pom girl jolie mais sans non plus être la star du lycée que tout le monde adule, qui est du coup plutôt sa copine Désirée, qui est sympa mais un peu suiveuse, qui manquait par moments je trouve d'un peu de personnalité, ce qui fait que parfois j'avais un petit peu du mal à la comprendre.
L'histoire est d'ailleurs racontée à la première personne de son point de vue à elle, ce qui fait qu'on se retrouve avec certains chapitres qui par exemple reviennent sur des détails de son enfance qui m'ont paru être presque de trop parce que je trouvais qu'il n'apportait vraiment aucune lumière, aucun éclairage au récit au présent. Pour moi, c'était presque, vous savez, un petit peu des chapitres gratuits. Et j'ai par contre bien aimé la fin, que pour le coup, je n'avais pas vu venir et que j'ai trouvé glaçante et dérangeante à souhait. Elle permet au lecteur de se poser certaines questions et finalement d'aborder, je dirais, à la lumière du dénouement, certaines thématiques que je trouve intéressantes et que j'apprécie assez, mais que bien sûr je ne peux pas vous décrire ici parce que ce serait clairement du spoil. J'ai dans l'ensemble vraiment apprécié l'ambiance assez étrange, moite et un petit peu nostalgique de cette histoire qui se déroule finalement sur quelques jours dans ces États-Unis des années 70. Il est indéniable que Laura Kashishke a un style bien à elle, une plume assez belle, ou en tout cas je dirais plutôt intéressante et bien travaillée, qui s'est instaurée dans ses romans une certaine part de glauque et presque de malsain qui s'insinue un petit peu petit à petit, presque l'air de rien, mais qui fait que finalement ces histoires qui à la base peuvent sembler somme toute banales termine en histoire beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Après, malheureusement, comme j'ai dit, je crois que j'ai eu beaucoup trop de mal avec les différents protagonistes de cette histoire pour vraiment totalement apprécier ce roman. Et en plus de ça, je crois aussi que le résumé de la 4e m'a tout simplement aiguillé sur un autre type d'histoire, ce qui fait que j'ai une certaine dose de déception. Vous l'aurez donc compris, j'ai nettement préféré Esprit d'hiver à celui-ci, mais néanmoins, je reconnais qu'une fois de plus, je trouve que l'écriture de Laura Kashishke a vraiment quelque chose d'original à proposer, et c'est déjà pas si mal. Je lirai donc bien sûr d'autres romans de l'auteur, histoire de me faire une idée un peu plus approfondie de son travail. Vous l'aurez donc compris, pour moi c'était une lecture sympa, mais pas non plus foncièrement mémorable à mon goût. Et je vous propose de rester dans l'ambiance un petit peu contemporain noir, puisque j'ai également lu Juillet de sang de Joe Landale aux éditions Folio. Au début de ce roman, on va donc suivre Richard qui vit dans une ville somme toute assez moyenne au Texas avec sa femme et son très jeune fils, et une nuit il est réveillé par des bruits qui semblent provenir de son salon. Alors forcément, ça fait tilt dans sa tête, il se dit mince, il y a un voleur chez moi, ma femme est là, mon fils est au bout du couloir, il faut que je défende ma famille, ce qui fait que il descend au salon voir ce qui se passe en étant bien sûr armé au cas où. Et là, effectivement, il tombe nez à nez avec un voleur qui le met en joue. Du coup, bien sûr, il réplique tout de suite et il va tout simplement descendre le voleur qui était rentré chez lui par effraction. Cet homme est donc par la suite identifié, sauf que le père du voleur va venir, dirons-nous, rencontrer Richard et de là va se mettre en route toute une autre histoire. Et surtout des secrets et des mystères bien plus complexes qu'il n'y paraît au premier abord. C'est donc mon tout premier Joe Landale, donc j'avais énormément entendu parler, donc j'étais très impatiente de pouvoir enfin découvrir sa plume, et je dois vous avouer que je ne suis pas du tout déçue de la découverte. En effet, j'avais énormément entendu parler de cet auteur en des termes très élogieux, surtout à propos de son roman Les Marécages, que j'ai également dans ma palle. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le découvrir avec celui-ci et je ne le regrette pas du tout. Si je devais résumer mon expérience très rapidement, je dirais que lire du Landale, c'est lire une plume qui pour moi incarne parfaitement ce qui représente le roman noir américain. Juillet de sang est donc un roman assez court puisqu'il fait je crois à peu près 300 pages dans lequel il ne se passe pas 1000 choses, qui est centré sur un nombre plutôt restreint de personnages, mais dans lequel je ne me suis jamais ennuyée et surtout dans lequel j'ai très vite plongé. Comme je le disais, dès le premier chapitre, on est tout de suite plongé dans le bain, dans l'ambiance, avec cette scène choc et angoissante de cet homme qui est réveillé en pleine nuit par un voleur et qui n'a qu'une idée en tête, c'est tout simplement celle de protéger sa femme et son fils. Cette scène va donc être à l'origine de toute la suite du roman et va aussi, et surtout j'ai envie de dire,
permettre d'ouvrir sur une thématique ô combien épineuse aux États-Unis, à savoir bien sûr celle du port d'armes et de l'autodéfense. L'ambiance est pour moi très réussie, j'ai vraiment plongé dans ce petit coin du Texas où encore pas mal de personnes sont embourbées dans leurs stéréotypes, voire même je dirais dans le racisme ordinaire, et où cette chaleur pesante et suffocante ne fait que rajouter encore une certaine tension à cette ambiance déjà bien pesante. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture de Joe Landale, un style que j'ai trouvé très juste, très équilibré, qui fait la part belle aux descriptions, mais également aux dialogues que j'ai trouvé à la fois drôle, incisif et dynamisant. Son écriture mêle ainsi une plume à la fois poétique et un langage plus courant lorsqu'il en a besoin, et j'ai trouvé vraiment que le mélange des deux rendait ce récit très vivant. Il a également su écrire de très bons personnages que j'ai trouvé extrêmement crédibles et que je pouvais imaginer sans aucun problème. D'ailleurs, de façon générale, je dirais que les trois protagonistes principaux m'ont beaucoup plu, même si pour certains, c'était loin d'être gagné d'avance. Il faut savoir que pour moi, ce roman, c'est avant tout un roman d'homme. D'ailleurs, tout au long du récit, on ressent très bien ce côté, je dirais, peut-être un petit peu burné de cette histoire, mais ce que j'ai vraiment apprécié et ce qui m'a fait, en tant que femme, apprécier cette histoire, c'est que au-delà de rester vraiment que sur ce côté très masculin qui pourrait passer pour une surdose de testostérone, il a su contrebalancer ça en allant explorer toute la fragilité, les doutes, les questionnements et les fêlures de ces hommes, ce qui fait que finalement on se retrouve avec quelque chose d'assez équilibré et d'intéressant, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et puis soyons clairs, c'est aussi toutes ces nuances et toutes ces palettes, je dirais, de sentiments et de questionnements qui en a fait des personnages aussi humains. La thématique centrale pour moi de ce roman était très claire. Joe Landale a tenté de décortiquer les relations père-fils, ou en tout cas je dirais d'aborder cette relation sous un certain angle et peut-être aussi du coup sous le point de vue de l'auteur lui-même. Parce qu'on retrouve effectivement dans ce roman différentes relations ou schémas père-fils, que ce soit d'ailleurs des relations je dirais heureuses ou malheureuses, des relations existantes ou plutôt absentes, que ce soit des liens de sang ou non. Les personnages de Richard et également de Ben incarnaient pour moi vraiment deux visions de la paternité qui ne sont pas des visions opposées, mais qui sont deux visions somme toute assez différentes et qui permettent chacune d'aborder cette question de savoir où sont les limites et ce que l'on serait prêt ou non à faire pour son enfant. Selon moi, c'est donc un très beau roman sur la filiation sur fond de Texas, avec des personnages complexes et une plume à la fois littéraire et agréable. Finalement, mes seuls quelques petits bémols seraient peut-être que j'en aurais voulu pour le coup un petit peu plus, peut-être une dose d'un peu plus de noir, d'avoir un petit peu plus de psychologie et une scène finale peut-être aussi un poil moins américaine. Mais bon, on est au Texas, l'auteur est américain, alors disons que bon, fallait s'y attendre. Et malgré ces quelques petits bémols, vous l'aurez compris, Juillet de sang est donc un roman que j'ai beaucoup aimé, que je pourrais tout à fait recommander et qui bien sûr m'a donné envie de découvrir d'autres romans de l'auteur, ce que je pense je vais très rapidement faire avec son désormais assez célèbre, je pense, Les Marécages, dont, comme je l'ai dit, j'ai entendu énormément de bien et du coup j'avoue que pour le second, je mets la barre assez haute. Problème, comme d'habitude, c'est d'essayer de ne pas la mettre trop haute pour potentiellement ne pas être déçu. Parce que ça, c'est ma grande spécialité. C'est de me monter le bourrichon par rapport à certains bouquins et du coup d'en ressortir un petit peu mitigé. Alors je pense que je vais laisser passer un petit peu de temps avant de découvrir Les Marécages. Mais à mon avis, avant la fin de l'année, il va y passer. Pour le roman suivant, on va vraiment rester pour le coup dans du contemporain très blanc et revenir en France, puisque j'ai également lu Le cahier de recettes de Jackie Durand aux éditions Stock. Au départ de ce roman, nous sommes avec Julien qui est au chevet de son père, le célèbre Monsieur Henri, qui tenait un restaurant qui somme toute marchait très bien. Il est donc à son chevet et très rapidement on comprend que son père est en fin de vie et d'ailleurs il décède.
ce n'est pas du tout un spoil, ça arrive très très vite. Et la suite de cette histoire, c'est presque une sorte de dialogue à sens unique, puisque son père est décédé, de Julien, qui revient sur son enfance, sur sa vie de jeune adulte, qui nous raconte un petit peu ses souvenirs, ou plutôt qui parle à son père de toute cette période de sa vie et qui se libère presque en lui disant finalement tout ce qu'il n'a pas su lui dire lorsque son père était encore là. Alors il y avait bien longtemps que je n'avais pas lu un roman qui, je dirais, est dans la plus pure lignée des romans contemporains français à la plume blanche. Mais je sais pas, j'avais envie de sortir un petit peu de mes habitudes, de me bousculer. Et même si j'ai apprécié certains aspects de cette histoire, je dois avouer que finalement, pour moi, ça en restera une lecture plutôt moyenne. Bon alors tout d'abord, soyons très clairs, avec un tel titre, on se doute bien que la thématique de la cuisine risque d'être assez centrale dans cette histoire. Le problème, c'est que pour moi ici, la jauge était mal placée et trop, c'est trop. J'avais par moments l'impression presque que ce récit n'était qu'une succession de listes de plats, d'ingrédients, de termes de cuisine. Je vous préviens, il ne faut vraiment pas avoir l'estomac vide en lisant ce roman, parce que ça parle de nourriture quasiment non-stop. Le problème, c'est que pour moi, ce côté de l'histoire était vraiment beaucoup trop mis en avant au détriment, je dirais, du développement des personnages, de leur personnalité et de leurs sentiments, alors que pour le coup, c'était vraiment ce qui, je trouve, était le plus intéressant. Comme je le disais, on se retrouve du coup ici avec un récit à la première personne où le personnage principal s'adresse directement à son père en lui racontant du coup des souvenirs de son enfance et de sa vie de jeune adulte. Je tiens à prévenir, je sais d'ores et déjà que c'est un procédé qui ne plaira pas à tous les lecteurs. Pour ma part, même si j'avoue que ce n'est pas forcément ce que je préfère, bon, ici, ça ne m'a pas dérangé outre mesure. Là où j'ai par contre eu un vrai souci, c'est avec la plume, que personnellement, j'ai trouvé beaucoup trop simple et trop didactique. On a vraiment une succession de phrases avec sujet, verbe, complément, toujours la même construction, un coup avec je, un coup avec tu, ce qui fait que ça donne, je trouve, à l'ensemble du récit un ton très neutre, très plat et assez ennuyeux. En fait, la lecture de ce roman crée une sorte de ronronnement chez le lecteur et du coup, ça a presque tendance à endormir. Vous l'aurez compris, pour moi, ça manquait clairement de relief. Comme je l'ai dit, pour moi, les personnages étaient trop peu exploités, ou en tout cas vraiment pas de la bonne façon, ce qui fait que je n'ai pas réussi à avoir de l'empathie pour eux. Je n'ai tout simplement pas ressenti d'émotion, alors que pourtant, on sent que certains protagonistes ont du potentiel, mais pour moi, il manquait de corps. L'auteur a voulu aborder, au-delà de l'épicurisme et bien sûr de l'amour de la cuisine, je dirais les relations familiales qui peuvent être parfois compliquées à cause des non-dits, des attentes de certains, des rêves des autres. Mais comme on est ici en présence de personnages qui sont presque tous des taiseux, eh bien l'émotion pour moi n'est pas passée. J'ai par contre plutôt apprécié l'ambiance un poil nostalgique dans laquelle se passe cette histoire, que personnellement j'ai identifié comme devant se dérouler dans les années 60-70. En résumé, même si ça n'a pas été une lecture désagréable en soi, je crois que tout simplement je suis complètement passée à côté de ce roman. J'ai pourtant vu sur Livre Addict que de nombreux lecteurs l'avaient vraiment apprécié, mais pour ma part, je sais d'ores et déjà que je vais très vite oublier cette histoire. C'est dommage, mais c'est ainsi. Une écriture vraiment trop factuelle pour moi, alors peut-être que ça vient du fait que l'auteur soit journaliste, c'est possible. Toujours est-il que voilà, c'est pas forcément un style qui me correspond. En plus de ça, j'ai vraiment eu un gros manque d'émotion. Et pour, excusez-moi, un roman centré vraiment sur la cuisine, je dois reconnaître qu'il n'a pas su me mettre l'eau à la bouche. Par exemple, si je compare avec Le Parfum de Patrick Süskind, où là j'avais vraiment l'impression de ressentir toutes les odeurs qui m'étaient décrites, ici, à aucun moment je n'ai salivé. Je pense donc que pour vraiment apprécier cette histoire, il faut être, à mon avis, vraiment amateur de plumes contemporaines très blanches et surtout aimer la nourriture presque plus que de raison. Alors au lecteur qui serait potentiellement intéressé par ce roman,
Je vous préviens, faites-vous votre petite réserve de bouffe juste à côté de votre coin lecture, parce que sinon vous risquez de faire de nombreux allers-retours entre votre coin lecture et la cuisine. C'était le petit conseil du jour de Tataride. Bon, et bien sûr, j'avais à cœur de terminer ce point lecture en vous parlant du fabuleux et du très grand Stephen King, puisque ça y est, j'ai également lu Blaise de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Bon, alors si je devais vous pitcher l'histoire, je dirais qu'ici on va se retrouver avec le personnage de Blaise qui vit un petit peu de petit larcin avec l'un de ses potes. Alors il faut savoir que Blaise est un homme qui n'a plus toutes ses facultés mentales, qu'on pourrait décrire très simplement comme un peu le simplet du village. Sauf qu'au départ de ce roman, on sait que son acolyte, dont j'ai oublié le nom, Georges, vient à décéder. Mais Blaise continue par la suite à lui parler. C'est un petit peu étrange et Blaise va aussi mettre sur pied un projet de kidnapping d'un bébé d'une famille riche dont ils avaient parlé ensemble tous les deux avant que Georges ne décède. Ouais, mon résumé dit comme ça est complètement pourri, je suis désolée, j'aurais beaucoup de mal à faire mieux, mais voilà. Je pense que mon avis risque de vous être beaucoup plus utile. Alors il faut savoir qu'à l'origine, Stephen King a écrit cette histoire sous son pseudonyme Richard Bachman et que Stephen King est apparemment un homme très tête en l'air qui a la fâcheuse habitude, entre autres, de perdre ses manuscrits. Toujours est-il qu'il avait effectivement mis de côté le manuscrit de cette histoire, qu'il n'a retrouvé qu'au fin fond d'un tiroir des années et des années, même des dizaines d'années plus tard. D'ailleurs, lorsqu'il l'a retrouvé, il s'est vraiment posé la question de savoir ce qu'il allait en faire, s'il n'allait pas tout simplement mettre ce manuscrit à la poubelle. Et puis, il l'a relu, il l'a un petit peu remodifié pour finalement sortir cette histoire, je crois, sous son vrai nom. Et depuis, tous les profits qui proviennent des ventes de ce roman sont reversés à une association qu'il a créée pour les jeunes auteurs qui, dirons-nous, sont un petit peu dans le besoin. Là encore, je trouve que je raconte assez mal toute l'histoire, presque la mythologie, j'ai envie de dire, autour de ce roman. Mais si vous voulez en savoir plus, sachez qu'au tout départ, sur 6-7 pages, je dirais, Stephen King explique très bien tout ça. Bon, et maintenant passons à ce qui va vraiment être utile, à savoir mon avis. Il faut donc savoir que c'est ma deuxième lecture, ma deuxième expérience avec un roman de Stephen King écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman, et je dois dire que c'est une très belle réussite, encore plus que pour Rage. En même temps, il faut savoir que dans le prologue, l'auteur présente ce roman comme étant une sorte d'hommage au roman Des souris et des hommes de Steinbeck, qui est un roman vraiment que j'adore. Donc partant de là, il y avait de fortes chances pour que ce roman me plaise, et ce fut effectivement le cas. Et dire que cette histoire a bien failli être perdue à tout jamais, et qu'en plus de ça, Stephen King a vraiment hésité très longtemps avant de le publier, bien, je dois dire que si ce livre n'avait pas vu le jour, ça aurait été vraiment très dommage, et je pense aussi un beau gâchis. Parce qu'il y a dans ce récit ce que je préfère personnellement chez le King, à savoir son côté humaniste. Je veux dire par là sa formidable capacité à savoir si bien décrire et décortiquer les êtres humains dans tout ce qu'ils peuvent avoir de paradoxal, de violent et de touchant à la fois, et également dans leurs forces et dans leurs faiblesses. J'avoue qu'à lire la 4e de couverture, je ne m'attendais pas du tout à une telle histoire. Je pensais vraiment qu'on allait être centré sur un duo de voleurs un peu bracassés, un petit peu délinquants de seconde zone qui tentent le coup du siècle, mais c'est tellement plus que ça. En fait, le coup en question est vraiment quelque chose qui passe au second plan. Dans cette histoire, on est vraiment centré sur le personnage de Blaise, sur son passé et son présent. Et c'est un personnage que j'ai vraiment adoré, alors que pour autant, à la base, il n'avait franchement pas grand-chose pour m'attendrir. Puisqu'en effet, dans les premiers chapitres, on découvre un homme, je dirais plutôt suiveur, un peu bené, qui a tendance à se laisser dicter les choses
et qui vit, comme je le disais, de petits larcins avec son pote. En bref, un type pas vraiment fréquentable, qui n'a pas grand chose d'intéressant. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, Blaise se retrouve seul. On a des flashbacks de son enfance et de son adolescence qui nous permettent de le comprendre un peu mieux et de comprendre comment il en est arrivé à être l'homme qu'il est aujourd'hui. Et c'est là que tout le génie de King se révèle pour moi. Puisque ce personnage de Blaise prend vraiment corps au fur et à mesure des pages et mon empathie pour lui n'a fait que grandir. Bien sûr, le personnage de Blaise ne peut que faire penser au Lenny de Steinbeck dans Des souris et des hommes, pour ceux qui ne connaisseraient pas cette histoire absolument géniale. D'ailleurs, à aucun moment Stephen King n'essaye, je dirais, de gommer les parallèles entre les deux personnages qui sont plutôt clairs, de dissimuler un petit peu cet hommage qu'il fait. Mais il m'a plutôt semblé que sa démarche était peut-être de livrer finalement sa version peut-être un petit peu plus moderne du Lenny de Steinbeck. Par certains aspects, Blaise m'a également fait penser au personnage de John Caffey. Donc forcément, entre Lenny de Steinbeck et John Caffey, tous les ingrédients étaient réunis pour que véritablement j'adore ce personnage. Contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, ce roman est une histoire extrêmement touchante qui aborde vraiment, je dirais, les questions de l'amour, de l'affection qui peut être très présente pour certains et totalement manquante pour d'autres. Également des repères que l'on se crée, de la famille au sens large et également un petit peu de la folie. Une fois de plus donc des thématiques que l'on retrouve tout de même assez régulièrement dans les différentes œuvres du King. Il faut savoir aussi que la part de fantastique est très peu, voire pas du tout présente dans ce roman. Je sais que la part de fantastique dans les King peut potentiellement rebuter certains lecteurs, mais ici, pour moi, ce n'est vraiment pas le cas, donc sachez-le. Pour moi, ce roman est une très belle réussite dans la veine pure de ce que personnellement je préfère chez le King. J'aime quand il arrive aussi bien à me toucher, j'aime quand il arrive à embarquer son lecteur au travers de toute une palette d'émotions, alors que pour autant, ce qui a fait sa renommée, on est bien d'accord, c'est le fantastique et l'horreur, deux pendants de ses œuvres qui ne sont personnellement pas ceux que moi je préfère. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'aime, presque dépouillé, quand il semble aller à l'essentiel et qu'il se contente presque, entre guillemets, de décrire les hommes tels qu'ils sont, sans phare et tout en nuances de gris. C'est un roman que j'ai trouvé très émouvant et petite cerise sur le gâteau, on n'y retrouve pas certains petits travers du King qui, je sais, peuvent en rebuter certains. Donc sachez-le, ici, pas de longueur et une vraie fin à la clé. Il est certain que je me souviendrai très longtemps de ce personnage de Blaise et je pense même pouvoir dire que ce roman vient désormais rejoindre le petit groupe de mes romans préférés du King. Un petit coup de cœur donc pour ma part et un roman que je trouve bien trop méconnu dans toute l'entièreté de l'œuvre de Stephen King et c'est bien dommage. Donc si vous croisez ce livre, n'hésitez surtout pas à lui laisser sa chance parce que croyez-moi, il a bien plus à offrir qu'il n'y paraît. Et forcément, une lecture aussi bonne du King n'a fait que renforcer encore plus mon envie de lire du Stephen King en ce moment. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais écoutez, tant que ça dure, et comme de toute façon, je veux tous les lire, eh bien j'espère que ça va durer un certain temps. D'ailleurs, à ce propos, j'hésite vraiment sur le prochain King à attaquer, donc je serais très curieuse que vous puissiez me dire en commentaire quel est votre Stephen King préféré. Comme ça, si je vois un titre qui ressort pas mal et que je l'ai, je pense que je me dirigerai vers celui-là. C'est donc ainsi que va se clôturer ce point lecture, comme vous l'aurez vu. Il y avait des lectures plutôt moyennes et également de très très belles découvertes. J'espère donc que bien sûr, comme d'habitude, mes avis vous auront potentiellement été utiles pour faire vos propres choix de lecture. De mon côté, je vous retrouve rapidement pour un book haul, parce que oui, j'ai craqué mon slip. Je n'ai aucune excuse, hein. J'avais juste envie d'acheter du bouquin et je me suis peut-être un petit peu emballée. Mais bon, bonne nouvelle pour vous, c'est qu'au moins vous aurez le droit à un book haul. Et en plus de ça, je vous y présenterai 2 SP. Pour une nana qui n'a jamais présenté de service presse sur sa chaîne, on est à 3 réceptions en un mois à peu près.
je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Enfin, je vous rassure tout de suite, hein, ce n'est pas quelque chose qui arrivera très souvent, étant donné que je ne démarche toujours pas les maisons d'édition. Mais que voulez-vous, lorsque l'on vient me proposer un titre qui m'intéresse, je serais bien bête de refuser. Et puis à côté de ça, je vous promets une sacrée pile d'achats perso en poche. Bref, il y en a encore pour tous les goûts, je ne sais pas, parce qu'on va être quand même beaucoup, je pense, sur du thriller. Mais en tout cas, pour toutes les bourses, ça c'est sûr. Sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche pour être tenu au courant des sorties des vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, je vous laisse là en vous souhaitant paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!